Alors, donc, qui est resté au quoi de neuf? Mec, du madridisme au quotidien. Voilà, Judam, la pièce qui reste à mettre en place. Et pourtant, on l'avait déjà calé la veille du derby. Tu t'en souviens? Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Comment tu vas? Ça va? Salut? Eh bien oui. Sûrement, beaucoup imaginent dans leur tête un Madrid idéal qu'on pourrait avoir comme ça. Vu d'en haut, pour dire ça comme ça devrait être avec Bellingham dans le 11. En fait, aujourd'hui, pour différentes raisons, dans le fonctionnement du Real Madrid, Bellingham n'a pas vraiment trouvé sa place parce qu'il a peu joué et aussi parce qu'il n'a pas eu un impact énorme. Alors, je pense que dans tout ce qui reste à régler, Alonso a sûrement encore plein d'autres choses, mais les plus évidentes à première vue ont à voir avec l'intégration de Bellingham. Si on cherche un Bellingham, plus en 8, plus en 10, ce serait qui? A priori, le sacrifier, beaucoup de questions à éclaircir. Parce que je disais, à la fin du match contre Villarreal, et ça, qu'est-ce que ça a donné? Deux occasions. Il en a eu deux autres vraiment franches, plus ou moins. Y ose et il tente le coup. Il continue à se tromper dans ses choix. Au final, il n'a quand même que 18 ans. Le truc, c'est qu'on est de plus en plus pressé avec les footballeurs. Et franchement, s'il met ces deux-là, ou même une des deux, eh bien, on dirait sûrement, regarde le gamin, quoi. Parce que aujourd'hui, il a déjà fait ses débuts avec le Madrid et il a marqué un but. Dans les matchs qu'il a joués, on dirait que pour Xavi, c'est un titulaire indiscutable. J'insiste quand Belling va arriver parce que moi, je pense que c'est le remplacement naturel. Hein. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu celui qui a le plus de chances de laisser sa place dans le 11 au profit de l'anglais. Mais on va pas voir alors. Ça ressemble à un œuf comme à une châtaigne. L'argentin et l'anglais, du coup, ça changerait forcément un peu. Je sais pas si le dessin aussi, non. Moi, franchement, non, je suis pas d'accord. Il faut que ça doive être autant, tu vois. Et bon, je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'en plus, ça devrait pas être autant. Pour moi, l'ajustement en largeur, en variété de jeu et caractéristiques de ce que il doit avoir besoin du Real Madrid dans un 11 type, en visant, je veux dire, une demi-finale de Ligue des Champions, une photo d'un match important pour moi. Le grand objectif de Xavi Alonso pour ce qui reste de la saison, en termes d'ajustement, c'est de faire en sorte que Belling s'intègre dans un 11 titulaire avec carte tabulaire, sans que ce soit un autre qui doive en payer le prix. Je vais justement t'expliquer pourquoi. Parce que toi, sur le côté droit, tu as besoin de largeur, de pressing et d'énergie en plus, autant qu'à gauche. Avec un autre genre de caractéristiques, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de présence. Vinicio te file ce éclair de jeu. Toi, tu as besoin de quelqu'un sur la droite. Ça te fait un peu peur. Qu'est-ce que tu pourrais faire aussi dans ces cas-là? Faire monter Valverde comme milieu droit. Le mettre dans ce quadrant parce que on dirait qu'on commence à admettre que Valverde n'est pas besoin d'être placé en permanence au milieu du terrain. On dirait que je ne peux pas comprendre que pour le bien de l'équipe, Valverde doive jouer sur le côté droit. Entrain Alexander-Arnold dans latéral. Valverde un peu plus avancé. Et ensuite, Tchouaméni. Bellingham et Arda Güler en numéro 10. Et oui, je parle de Manny Bellingham parce que pour moi, et aujourd'hui, tu vois, Ivan Martin, un collaborateur, il écrivait un article et en plus, il a fait une vidéo. En fait, sur ce sujet, il a fait celui qu'on a publié sur la chaîne. Il a fait une vidéo à ce propos au sujet du thème ou du plan Bellingham. Et Ivan, il dit l'idée de Xavi serait de le placer dans la zone cross, la zone du 8, tellement rabâché, commenté et analysé sur cette chaîne. Et moi, je pense que la façon la plus naturelle pour que tout s'emboîte sans provoquer un Oppenheimer chez les autres coéquipiers, c'est que ça ait à voir avec Bellingham. Qu'il ne démolisse pas Arda et que Bellingham retrouve ce qu'il était au Borussia Dortmund. On en a déjà parlé plein de fois. Le Bellingham du Real Madrid, c'est un Bellingham qui a laissé des trucs énormes, mais il a dû faire une réorganisation de son propre jeu en devant jouer en 10 avec l'équipe nationale. On a aussi remarqué qu'un vrai numéro 10, c'est jouer comme un numéro 10. Mais je vais poser la même question qu'avec Valverde. Là, tout de suite. On pense tous que Valverde peut jouer au milieu, mais là où tu as vraiment besoin de lui, vu ses qualités, c'est sur le côté droit. Je demande là tout de suite où on a le plus besoin. Belling, c'est peut être pas une vraie numéro 10. Parce qu'en dit, on a trouvé un joueur qui fait que tout roule, que tout s'emboîte parfaitement et qu'il soit le meilleur partenaire d'Mbappé. Et pourquoi donc? Et puis,
Et puis, je rajoute, on n'est pas en train de se laisser un peu aveugler par l'idée que Ceballos puisse vraiment être ce joueur-là dans les moments clés de la saison. Je dis ça parce que déjà, l'an dernier, Ceballos avait pris le relais et il faisait une bonne saison. Moi, j'ai vraiment l'impression que son plafond est évident. Ceballos, c'est un joueur utile? Oui. Ceballos, c'est un joueur de rotation super fiable, bien sûr. Mais je pense qu'au moment de mettre de l'ordre, si le Real Madrid veut grandir, il faut que Bellingham s'intègre à Herda. Moi, je ne le bouge pas de là maintenant. Il est bien. Tactiquement, il est moins bon que Belling en défense. Bellingham, c'est un joueur qui, déjà dans cette zone-là, cross au Borussia Dortmund, a joué 3 ans, 2 ans et demi. Je parle de 2 ans, 3. Eh bien, il a déjà joué plusieurs saisons à ce poste de double milieu de terrain. Du coup, pour moi, le bon schéma, c'est Bellingham en 8 avec Ameni Arda devant, plus Antonio à droite, Vino à gauche et Valverde qui reste haut dans le rôle. Tu peux te raccorder là depuis le côté ou alors mettre Alexander Arnold avec la possibilité de faire ce que tu veux. Mettre Arnold et mettre Valverde sur le côté droit. Ce serait une autre option, non? En enlevant un peu plus, non? Et là, si tu veux, t'enlèverais. D'accord. J'ai essayé. Un peu. D'accord. Touche mon idée. Je pense que c'est à peu près clair maintenant. D'accord. Sinon, je t'ai déjà compris. Regarde, on peut essayer de faire un petit line-up vite fait et ce sera plus parlant pour tout le monde. Non? Mais bien sûr, t'as dit un truc et franchement, mec, j'avais pas pensé et t'as complètement raison. Google en défense, c'est pire que Belling. Bien sûr. Et en fait, bien sûr, enfin, quand il s'agit de coller l'adversaire, non, enfin, aussi par le corps et par. Mais en parallèle à ça, Güler s'est déjà associé avec Mbappé. Alors, la place qu'il te reste pour Belling, c'est celle-là. En gros, c'est de reculer un peu vers la base de l'action plutôt que vers le truc. Non. C'est une vidéo qui te reste. En plus, là, tout de suite, je ne peux pas te la passer pendant qu'on enregistre. Mais je vais essayer de t'envoyer une image ici. On est vraiment doué, hein? Qu'est-ce qui va t'arriver? Si ce n'est pas maintenant, alors plus tard pour que tu puisses mettre une image de Bellingham et sa carte de chaleur dans le dortoir. Tu vas voir? Il couvre énormément de terrain parce qu'il joue bien plus en retrait. Oui. Il a souvent joué, par exemple, en double pivot avec Emre Can. C'est plutôt un joueur à la Khedira, pour qu'on se comprenne. Et il jouait en 4-2-3-1 au Borussia Dortmund. On a oublié le Belling de 20 ans, tu vois. Maintenant, on est avec un Belling de 23 ans et on a oublié le Belling de 20 ans. On n'a pas perdu la mémoire. Mais j'espère que Xabi Alonso va retrouver le sens du jeu de Belling parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui dans cette zone-là, en plus du reste du terrain. Regarde, voyons. Attends. Courtois, allez. Courtois, d'accord, parce qu'ici, évidemment, j'ai par défaut 11 442, mais bordel, ça me tente. Ça peut me servir pour ce qu'on va gérer maintenant, même si on le replace un peu, d'accord? Bon, Courtois, alors ici, tu mettrais Valverde avec ce qu'on a maintenant, non? À défaut d'Arnold Valverde, ça y est là. Parfait, allez. Par la gauche, les courses, je pige pas. Correct. OK. Par la gauche, côté course. Maintenant, on va par ici parce que on peut commencer à dépasser un peu Valverde. Allez, ici, c'est bien réfléchi, non? Oui, monsieur. Édité, et c'est vrai que ça se prononce Militoun. Non, demande à Napola, ça se prononce Militoun. Non, au final, avec un Militown. Oui, pour celle-là. Ici, Aushausen. D'accord, et on aurait ça. Il y avait 2 boîtiers, là. Bon, et on aurait ça. Alors, on avance. D'accord. Et on veut une défense à 4, non, enfin, ici. On garde une défense à 4. Maintenant, tu prends Tixomini. On va faire comme un test pivot. D'accord. Et donc, ici, Belling. Belinda. Et en plus, Bellingham occupait normalement plutôt le côté gauche du terrain, même si parfois il se retrouvait à droite parce qu'il adore faire des appels en profondeur. Bon, on ne va pas révéler Bellingham, même si ce sont 2 milieux de terrain en décalé ou carrément, enfin, ceux qui prennent la zone de pivot. Le pivot, c'est ce qui est arrivé, mais tu peux les mettre ensemble. Je veux dire, même si l'un est offensif, tu peux quand même placer Bellingham juste devant Hausen. Il n'y a aucun problème. OK, d'accord? Et Joao est là, bien sûr. Voilà, donc. Ici, Franco, pas mal. Pour l'instant, quand le train reviendra, peut être que Valverde prendra cette zone. OK. Parce que c'est clair que avec ce qu'on a en ce moment, Valverde, franchement, l'autre jour, c'était limpide. Maintenant, c'est évident. Et Xavi l'a mis là parce qu'il a super bien joué. Au fait, hein? Il joue super bien, pas mal ou pas du tout?
Oui, il joue super bien, oui, c'est pour ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sais pas, il se plante parfois dans ses décisions et tout. Parfois, il veut passer là où il peut pas, je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il crée du jeu devant. Hein. Il crée devant et il se bat vraiment. Hein. Et pour Xavier, c'est qu'il fait aussi un boulot super important, même sans le ballon. Je comprends que les gens veulent déjà 6 buts de Mastantonio. Moi aussi, je les veux, mais il apparaît comme Vini Junior, pas comme Vinicius. Oui, c'est vrai, mec. L'autre jour, ça m'est arrivé et j'ai dit, putain, qu'est-ce qui se passe avec l'état de Vinicius? Bien sûr, c'était Vini Junior. En bas, en bas, en bas, Vini Junior, voilà. Putain, c'est les derniers qui débarquent, j'y crois pas. Bon, allez, alors, on prend Arda, là. C'est moyen. Il est là et on le met en 10 en 10 parce que franchement, c'est un 10. Mbappé le prouve chaque jour un peu plus. L'homme polyvalent, libre, l'attaquant mobile déjà à ce moment-là. C'est que tu as une équipe qui est ultra riche à tous les niveaux. Elle a de la présence, de l'amplitude du jeu à l'intérieur. Et puis après, c'est vrai que quand Arnold reviendra, d'ailleurs, on dit qu'il pourrait être là pour la Juve ou le Classico. Là, Valverde, dans l'une de ses actions, tu peux le mettre à la place de Santonu et Arnold en latéral. En plus, il va souvent repiquer dans l'axe pour accompagner Aurélien. Et Belling aussi, c'était Ceballos, l'autre option, ou même Cavabing. Parce qu'il y a des possibilités, mais c'est le côté droit. Moi, je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Tu vois, Kike, ça me fait un peu bizarre de voir que tu le retires contre l'Atlético de Madrid et puis au final, tu te rends compte que tu en as besoin. Il sortait d'un super match contre Levante, dans le meilleur match du Real Madrid depuis le début de la saison. Il se plante au Metropolitano. Il joue contre l'Almaty et il s'en sort plutôt bien contre Villarreal. C'est pas non plus énorme, mais on dirait que l'équipe reprend un peu au milieu. Mais voilà, pas le pied à côté. En fait, tu vois, Chauvenis a toujours besoin d'un gars à côté qui ait beaucoup de cran et tout ça. Tu m'as dit à parler un peu de Ceballos, mais tu penses que le boulot qu'il te donne, il va vraiment te le donner? C'est un gars vraiment, vraiment super bosseur. Ça, c'est sûr. Bellingham, non, mais comme je le vois, même si tu dis qu'à Dortmund, il jouait plus en retrait, mais comme je le vois, avec cette énorme capacité offensive, que Xabi Alonso lui-même a dit en conférence de presse qu'il le voyait, il le voit comme un milieu de terrain, mais avec beaucoup de projection, un peu dans le rôle d'un numéro 10, tu vois. Le mettre à ce poste, toi, ça te fait pas peur? Moi, aucun. Parce que ceux d'entre nous qui suivent Belling depuis tout jeune, on sait que c'est cette position, disons, où il a vraiment fait éclater ses qualités. En fait, Madrid le recrute alors qu'il joue dans un double pivot. Autre question, c'est si toi, tu insistes pour mettre Bellingham en 10. Alors, ben, tu sacrifies encore plus ou tu ne mets pas Arda sur l'aile avec son mauvais pied parce que là, il perd tout ce qu'il apporte, son jeu, tout ça. Moi, là, j'ai pas envie de le voir. Bien sûr, mais alors ça t'engage si toi. Gardons ça en tête. Si Belling est en 10, Arda joue pied inversé à droite. Et là, tu mets Ceballos avec Tchouaméni. Arda Güler, pour moi, moins il reste que la ligne, mieux c'est. S'il a déjà quelqu'un qui joue sur l'aile à sa place, ça peut être plus, mais pas forcément mieux. C'est pour ça aussi qu'il joue plus d'Antonio. C'est important de s'arrêter. Enfin, tu vois, à la fin, c'est un peu comme l'histoire de Valverde, de mon point de vue, au final. C'est chercher le bénéfice commun. Enfin, je comprends, par exemple, que ce dont il va parler pourrait faire penser que je ne sais pas. Si tu penses peut être le poste de latéral, mais ce n'est pas vraiment celui de ta carrière sportive, de se projeter ici à 3 ans, mais si dans le Real actuel, ce qui profite au Real actuel, je répète avec les joueurs qu'il a, si on te dit d'aller à l'arrière droit, eh bien tu vas à l'arrière droit. Parce que c'est un sport collectif et qu'il faut chercher le bénéfice du groupe. Là où toutes les pièces, disons, dans la division de toutes les pièces, s'emboîtent le mieux. Alors, je pense que Bellingham, là où le Real Madrid a besoin de lui, c'est à ce poste-là. Et en plus, tu m'avais un peu lancé, bien sûr, aussi. Le truc de savoir si Bellingham pourrait faire le rôle de Ceballos, c'est qu'il n'a pas à faire le rôle de Ceballos. C'est que Bellingham avance et casse les lignes d'une autre façon. Je veux dire, Ceballos est un joueur plus posé, moins rapide, moins porté sur la conduite de balle. C'est que Bellingham, avant, il casse une ligne juste avec une 2. Oui, c'est vrai. Il le fait direct, mais regarde. Ça me fait peur, cette sortie du Real contre une équipe, genre le Barça qui va te presser et tout, pour trouver l'homme libre. Ceballos, on sait déjà jusqu'où il peut aller. Bien sûr. Mais visuellement, enfin, si là on peut se projeter, on ferme les yeux et on imagine ce match. Visuellement, ça me donne plutôt un Madrid avec plus de sorties. Dans ce genre de situation, il compte sur un Ceballos qui bouge tout le temps, toujours en train de chercher cette position pour offrir une sortie de balle au pote et tout, que pour un Bellingham, tu vois, et en étant bien meilleur joueur, surtout devant le but,
Mais dans ces situations de sortie compliquées, ça me fait peur. Et pourtant, je te montre des images de Bellingham dans son propre camp en train de sortir le ballon avec le Borussia Dortmund. j'y allais. Oui, oui, oui. Oui, viens, oui, va voir les highlights quand on l'a signé déjà. Parce que moi non plus, je venais pas. Je regardais tous les matchs de Dortmund sauf un qu'ils ont joué contre Séville. Très bon, il a mis un super but. Et c'est vrai qu'il jouait plus en retrait. C'est vrai, Y ne lâchait rien non plus quand il arrivait aux abords de la surface. Toute la capacité, il y a énormément de terrain. Il couvre énormément de terrain et les stats de Bellingham au Borussia Dortmund pour un joueur du Borussia Dortmund sont impressionnants. Et à ce moment-là, sa progression était bonne, que ce soit en but ou en passe décisive. Je pense vraiment qu'il faut retrouver cette version de Bellingham, une version plus en mode numéro 8, plus du genre à redescendre un peu pour aider, pour que l'équipe avance. Il peut avancer avec des passes, avancer avec des changements d'orientation, avancer en conduisant le ballon. Il a plein de façons de faire progresser le jeu. En fait, il a bien plus de façons de progresser que Ceballos. Ceballos est un joueur bien moins progressif que Bellingham. Totalement. Bellingham a bien plus de façons d'avancer dans un match. Pour moi, je comprends les gens qui sont sceptiques, mais qu'ils le soient vraiment pour une bonne raison. C'est que Bellingham, jusqu'à aujourd'hui, n'a toujours pas été au top. C'est ça le mystère. Mais sur le plan tactique, pour pouvoir jouer là, j'ai zéro doute. Et on va discuter de tout ce qui arrive parce que franchement, tu te rends compte, 3 équipes aussi différentes. On n'a pas vu ça depuis la trêve FIFA. Getafe, ensuite la Juve et ensuite le Barça. D'accord. Moi, je voulais en arriver au Barça. On va en parler à fond. Le Barça qui perd contre Séville, pour moi, c'est vraiment contre toute attente. Je me dis, peut être qu'ils peuvent lui poser un match compliqué et tout, mais de là à leur en mettre 4, si le Barça marque le but, ils en prennent 2 sur penalty. Je pense qu'ils vont finir à remonter. Mais bon, voilà. Je me suis dit, bon, un dimanche, je vais essayer de profiter avec la famille. De toute façon, ce match, je l'ai déjà vu. Je veux dire, ils allaient le gagner et au final, paf, ils le perdent. Je dois rentrer à la maison pour faire une vidéo. C'est celle qui marche après. Mais bon, mec, alors forcément, tu vois que Séville aussi, c'est un peu pareil. L'attaquant qui part en position de hors-jeu. Et puis, il y en a plein où le Barça s'est pris une sacrée quantité de buts comme ça. De celles-là. Je ne sais pas si l'attaquant était hors-jeu en entrant ou pas. Enfin voilà, on les a vus. On a vu des buts de ce futur-là. C'est celui de l'autre jour, celui de Gonzalo Ramos. Je ne peux pas le mettre comme ça en lecture. Je n'ai pas trop envie de prendre de risques. Celui de Newcastle. Enfin, je ne sais pas si l'Inter lui en a mis un une fois. Celui-ci, celui-là, cette dame, plein d'autres et surtout un. Une équipe qui a vraiment bien joué, c'est le Rayo Vallecano. C'est ça? Voyons voir. Tu vois Madrid faire pareil, tu vois, parce que Mbappé fait plein d'appels et on le regarde toujours, lui. Et donc, cette connexion avec Mbappé contre l'Atlético de Madrid sur le premier but du Real, ça a bien marché parce que, bon, il est parti de la bonne position s'il avait été plus en avance. Plus galère le truc, ils auraient sorti le froid d'avant ou celui d'après, selon comment ça joue, mais bon. Mais tu le vois faire ça contre le Barça, genre que ce soit des débuts ou encore plus, non? Ou même Valverde, non, si au final il finit par jouer arrière droit, ou même Carreras, ceux qui partent depuis une position où ils ne sont pas hors jeu. En partant du principe que Mbappé doit jouer ce rôle-là comme Messi l'a fait le jour contre le Rayo. Je pense que ça doit être une stratégie qu'on peut coder à certains moments, qu'on peut exécuter. Sur le terrain, c'est faisable, mais je pense vraiment que c'est ça qui fait le plus mal au Barça. En plus de ces actions précises, il y a évidemment un avantage clair quand tu ouvres vers l'aile et que tu cherches l'attaquant sur la deuxième action. Avec le ballon devant, ça doit aussi être super important pour éviter les hors-jeux. D'accord, ça aussi, ça doit être important. Je pense que ce qui compte le plus en ce moment pour le Barça, c'est le monde de la deuxième ligne. La deuxième ligne, il ne la perd pas. En fait, on a vu quelques situations contre Séville, avec aussi la deuxième ligne qui rentrait vraiment bien. Je pense que Barcelone a du mal à faire en sorte que ces actions puissent leur faire encore plus mal au-delà de l'attaquant. Un truc comme ça, c'est une action vraiment valable et que le Real Madrid peut exécuter sans problème. Je pense que Barcelone a un gros souci quand il s'agit de mettre la pression sur le joueur qui reçoit le ballon. Non, à celui qui va recevoir, mais à celui qui fait la passe. Celui qui va faire la passe décisive n'a pas la même agressivité ni la même concentration. Et bien sûr, quand tu joues avec un bloc en pressing haut, avec une défense à 4, que ce soit Rojo, Cubars ou Ibark, et Eric Garcia, le problème c'est que tu laisses beaucoup d'espace entre Chesney ou Johan Garcia.
Ou Garcia, comme on dirait là-bas, comme on dit maintenant, Garcia. Alors, avec autant de risques, comment, pour ainsi dire, le Barça prend-il ce risque dans ses actions? Quand les pédries de John, Olmo ou les attaquants ne pressent pas bien et qu'il y a un peu trop de liberté, là, ils sont vraiment dans la merde. Pardon, bien embêté. Tu peux pas dire la première chose. J'ai vu sur les buts qu'ils mettent au Barça et sur une autre action aussi à Pedri parce que j'ai pas vu le match. J'ai vu après, voilà, juste quelques bouts, non? Pedri qui va pas vraiment mettre la pression sur le passeur ou qui ne bosse pas comme il bosse d'habitude, non. C'est ça. Alors, là, ça entraîne plein de conséquences, ça non. Le truc de la deuxième année d'une équipe qui a cartonné, la saison précédente, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, même si dans le subconscient des supporters du Barça, on dirait que oui, ils l'ont gagné, mais bon, non, ils l'ont pas gagné. YC peut être un peu le ventre plein à cause de ça, non? Et ça, ce qui est arrivé aussi au Madrid, ça arrive à plein d'équipes, non? Et donc, ils bossent plus comme avant parce que le Barça, l'an dernier, c'était une machine à bien faire les choses, c'est-à-dire tirer, mettre l'adversaire hors jeu, aller vers le passeur pour qu'il n'ait aucune option. Parce que jouer avec ces risques, logiquement, ça veut dire ça, non? Il faut que tu sois super attentif à ce que tu dis d'aller sur le passeur. Il y a aussi des hommes clés qui ne le font pas non plus après. Chien de garde au Barça, c'est Gabi. Bon, l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué, c'est vrai, mais peut être qu'au milieu de terrain, tu as besoin et ils ont de bons joueurs, naturellement, avec beaucoup de talent et un super toucher pour des gens qui courent beaucoup. Ça, ils ne l'ont pas. Mais moi, je pense aussi que, bien sûr, si tu commences à chercher les défauts de l'Atlético de Madrid, tu en trouves 1000 avant même de jouer contre le Madrid. Mais 1000, et ils arrivent contre Madrid. Et match parfait, j'ai aucun doute que ceux-là vont revenir encore une fois au Bernabéu pour faire leur match parfait. Parce que eux, ils savent comment faire mal au Madrid. Au final, c'est juste une stratégie pour savoir comment blesser l'adversaire. Ce que les gens vont comprendre, c'est que même si le Barça est en ce moment plus vulnérable, on peut lui faire encore plus mal. Certains diront le 2 de Hansi Flicker au Bayern de Munich, c'était pareil, il n'y a pas eu de chute. C'est vrai, et il ne parlait pas des cheveux de Goretzka, mais bien de la qualité de la chute, de l'équipe et tout ça, et H, qu'il y a eu une grosse chute en général. Eh bien, ici, ça peut être pareil, comme tu l'as dit. Bon, ils ont gagné la Champions des Jeux, ce qui n'est pas mal d'occulte. Narnien, comme dirait le Viking blanc, ben c'est déjà bien valable. Non, alors eux un peu, je ne sais pas si c'est le ventre plein. J'ai envie de voir ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe. Elle vit. Est-ce qu'ils dépendent beaucoup de leur stratégie tactique? C'est une équipe très tactique, vraiment façonnée par son entraîneur. Les équipes, on va dire qu'elles vivent plus du talent, de l'étincelle, de la magie, c'est quelque chose. Je dirais que le Madrid d'Ancelotti Prime ne vivait pas autant des aspects tactiques, il reposait plus sur une gestion automatisée du ballon. De bien défendre dans les blocs de la zone défensive et d'attaquer vraiment bien grâce à leur talent. Alors, c'est plus, non? Ça ne demande pas autant de boulot, du quotidien, de l'usure mentale qui peut aussi venir quand on a le ventre plein. Mais c'est différent, le concept n'est pas le même. Barcelone vit ou meurt beaucoup, je le répète, grâce à ces blocs qui pressent, à avaler la deuxième balle, récupérer, sentir qu'on domine, mais qu'en plus on fait mal et qu'en plus l'adversaire n'arrive pas à combiner au moment où il devrait pouvoir le faire. Comme Séville est allé, avec des joueurs que, enfin, ben Mandy, c'est pas non plus un truc de fou. Vargas, Isaac Romero, Alexis Sanchez avec 50 et Milan fait une équipe qui. Il n'a pas un talent exceptionnel. Mais Martin Almeida savait très bien comment exploiter les espaces, comment attaquer avec la deuxième ligne, comment mettre tout ça en place et comment récupérer le ballon. Alors, c'est une équipe vulnérable, mais c'était déjà le cas l'an dernier. Le truc, c'est que l'an dernier, il était moins vulnérable que cette année. Et cette saison, on voit plus les failles, mais toutes les équipes sont vulnérables. Cela dit, il lui manquait Rafinha et Yamal, c'est la moitié de l'attaque forcément, et c'est 222 coups de poignard et deux joueurs ultra dangereux. Ces failles, ils vont continuer à les avoir au Bernabéu. La clé, c'est d'en profiter, et Madrid, lui, il en profite vraiment. Ça peut vraiment faire mal au Barça. C'est quand ils nous mettent, pardon, un 4-0 au Bernabéu pour voir le premier Clasico, d'accord? On a eu pas mal d'occasions, mais sur le premier, le Real Madrid a eu 30 premières minutes vraiment excellentes. C'est bon truc pour créer.
Sur 2 ou 3 occasions de but, il y en a une qu'ils annulent à Mbappé, qui l'avait piqué par-dessus Ivan. Peña, je crois que c'était le gardien. Oui, c'est un match. Enfin, vrai. Mais bon, là, tu vois, c'est clair, il faut finir le boulot là contre Barcelone. Tu vas avoir des occasions, tu vas les avoir. Mais bon, il faut concrétiser parce qu'eux aussi ont un taux de but qui, l'an dernier, était super élevé. C'est une équipe avec un gros potentiel offensif. Par contre, le expected goal, ça, c'est ce que M. Amancio a dit, et je te laisse pour info. Il y a eu 5 adversaires cette année qui l'ont battu en expected goal, c'est-à-dire, au final, le but attendu de l'adversaire. Et ça veut dire exactement tout ce dont on est en train de parler. On sent bien qu'il y a plus de vulnérabilité parce que ce coefficient considère qu'on peut mettre plus de buts au Barça. Oui, oui. Et le truc, c'est que si tu n'en profites pas comme l'a fait Madrid l'an dernier en première mi-temps du Classico, derrière, il t'achève. Et tu vas voir, il te retourne le cerveau. Enfin, souviens-toi après, hein, parce que en plus, le Real, quand il se retrouve dans une situation comme ça, et que ça lui est arrivé l'autre jour contre l'Atlético, que voir les têtes des joueurs, mais que j'espère ne jamais retomber là-dedans, parce que c'est un truc vraiment, enfin, ça te bouffe un peu la vie. Et puis, l'année dernière, ils nous ont renversés. 3 matchs ou 2 matchs où ils nous remontent, celui de la Coupe et le Classique. Oui, 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 oui. Et puis, c'est une équipe super réactive. C'est aussi une équipe qui a déjà fait pas mal de remontadas l'an dernier. Et si le Real se retrouve avec 2 buts d'avance, ça va rappeler les vieux fantômes de l'an dernier. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec la puissance offensive qu'ils ont, si toi, tu ne profites pas de tes occasions et que les mettent au fond et prennent 2 buts d'avance, attention. Et fais gaffe. Parce que bon, alors, moi, je pense que le Real doit commencer à prendre confiance. C'est aussi une question de construction. Fait que c'est pas possible que l'équipe joue parfaitement maintenant parce qu'elle est loin de jouer parfaitement. On enchaîne les matchs et ça se passe super bien, quoi. Plus constant de la ligue. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça que c'est leader. Le seul truc qui me tracasse, c'est d'arriver au jour du Classico, le 26 octobre, avec la machine. Bien huilé, hein? Très bien huilé, ça viendra plus tard, mais au moins bien huilé pour aller mettre la pression aux arbitres, leur en mettre plein la vue. Là, pour moi, Miguel 2. Et demi. Et pas à cause de la série, mais il y a 2 tests du coton, très clair et demi. J'ai dit parce que celle des jeunes, mais pour moi, le Classico et Anfield vont vraiment peser lourd. Wow. Notre niveau de compétitivité là-bas, c'est ça. Et comme on est comme ça, et toi, tu le vis sur la chaîne, c'est quitte ou double façon corrida parce qu'on est comme ça, que c'est normal. Parce qu'en plus, le Madridista qui a une mémoire visuelle, une mémoire foot et une mémoire de tout, ben, l'an dernier, on n'a battu personne. Pardon, oui, contre un City qui n'était pas le City au top de sa forme, mais ça s'arrête là. Arsenal, Liverpool, Milan, Barcelone, l'Atleti. Avec tout ça, on a eu pas mal de galères, c'est vrai, l'Atleti en Ligue des Champions et tout, mais on a vraiment eu énormément de mal à rivaliser avec les équipes qui te demandent le plus. C'est ça, écoute, non, on n'a pas parlé de Vini parce que on en a déjà beaucoup parlé sur nos chaînes, que l'autre jour, Vini a été le meilleur et tout, et qu'il a retrouvé son essence, mais bien présent. C'est pour ça, parce qu'on veut le voir comme ça, que le Real doit tourner avec Vini et jouer de cette façon-là. Et franchement, tout ce qu'il va dire sur Vini, on l'a déjà dit sur nos chaînes, et lui-même l'a montré sur le terrain l'autre jour. Mais j'étais curieux de savoir ce que tu pensais de l'intégration de Bellingham. Comment tu vois cette équipe? Moi, je crois qu'on a fait là une belle compo, un 11 plutôt intéressant, et puis voilà, hein, en jetant un œil plus loin vers le match contre le Barça, dont on parlera bien plus quand la date approchera. Bon, mec, demain, on est là sur ta chaîne. Je t'envoie une grosse accolade, Kiki. Mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous, s'il vous plaît. La petite cloche, le hype, et je crois que je suis bien d'autre. Un câlin, mec. Une accolade. Salut. Ciao. Ciao.